Iman, tu me disais que dans ton enfance, la maison était pleine de valises. Tu peux nous dire pourquoi? Et je viens d'une famille très nombreuse. Nous étions 14 garçons et filles. J'ai perdu 2 sœurs, donc nous sommes 12 maintenant. Et le premier voyage, c'était de ma sœur aînée quand j'avais 1 an et demi. Elle est allée aux États-Unis. Et puis tous mes frères l'ont suivi. Donc j'ai grandi dans une maison où il y a des valises plus qu'il y a des fauteuils ou bien des lits. Et toujours j'entends, il y a une phrase que ma mère toujours a dit, je vais le dire avant en arabe et puis je vais essayer de le traduire. Haïdi ki le bled am tisriq li wladi. Ce pays là-bas vole mes enfants. Et tous mes frères et sœurs, ils ne sont pas revenus. Ma sœur aînée, elle est venue pour la première fois quand j'avais 10 ans. Et pour moi, c'était comme une visiteur que je ne connais pas. J'ai appris comment parler avec une femme que je ne connais pas, mais elle est ma sœur. Et je suis habituée à l'immigration et voyager. C'était dans quelle région du Liban, cette enfance? À Ain Anoub, c'est un village situé à Casa de Alay. C'est un village très beau, des terrasses, comme tous les villages au Liban. La plupart des villages du Liban, ils ont des terrasses, des jardins. Et ça donne sur la mer. Donc j'ai grandi dans un village, mais la mer était toujours devant moi. Donc l'idée de horizon, l'idée de l'autre rive est toujours était notre voisin, quoi. On va parler des livres d'Iman et particulièrement du dernier qui a été traduit en français, mais c'est pas le dernier qu'elle a écrit, qui s'appelle D'autres vies. Tu en as écrit 4 en arabe, oui. Hein, et un 5e que tu commences là. Le 4e va donc être publié en français à la fin de l'année, début 2017. Oui, janvier 2007. On en parlera tout à l'heure de ce livre qui est à venir et qui a un titre merveilleux dont on vous parlera tout à l'heure. Et donc je vais vous lire d'abord en français et puis Iman vous lira en arabe. Alors, on s'est dit qu'on allait faire ça. On ne va pas vous lire beaucoup de passages, mais c'est le long, tu sais, on avait dit celui qui est le plus long. Oui, d'accord. Mais même si vous ne connaissez pas l'arabe, je pense que c'est vraiment tout à fait étonnant d'entendre une langue étrangère qu'on ne connaît pas. C'est une expérience comme si on écoutait de la musique. Et on a choisi que je vous lise en français d'abord, et vous écouterez l'arabe en sachant un peu ce que vous entendez quand même. Voilà. Et on parlera de cette musique des langues. Ça va? Oui, oui. Je reviens pour chercher un lieu que je pensais avoir perdu. Nour c'est un des personnages, cherche-t-il ici lui aussi un lieu qui serait sien? Il m'a dit, je n'appartiens à aucun lieu, ni ici ni là-bas, l'autre pays où j'ai grandi. Quel est le lieu qui fait sens pour nous? Y a-t-il des conditions préalables à l'appartenance? Les vies migrantes itinérantes détruisent-elles ces conditions, ou bien les migrations n'ont-elles rien à voir avec cela? L'appartenance est-elle doublée de stabilité? L'instabilité est-elle la cause de l'angoisse qui nous accompagne? Ou bien la cause en est-elle la guerre? Mais cette angoisse ne date pas d'aujourd'hui. Elle ne date pas du jour où j'ai quitté Beyrouth pour l'Australie, pour Mombasa. Elle me suit comme mon ombre. Avant mon départ, j'allais et je venais entre ici et là-bas, là-bas et ici, de la montagne à la ville. Puis je m'enfuyais et revenais sur mes pas. Je trouvais Nahil, c'est la grand-mère, en train de lire le livre de la sagesse, ou bien sur le seuil de la maison, en train de nourrir les oiseaux.
Je trouvais des cages vides, ouvertes, toujours. Chaque fois qu'Abdou, qui s'occupait des champs de mon grand-père, trouvait un oiseau multicolore, il le mettait dans une cage et la portait à Nahil, qui s'empressait de l'en faire sortir. Elle le déposait dans sa main ouverte, tendue vers l'avant, et le laissait s'envoler dans l'espace. Si vous avez de patience, donc. أعود لأبحث عن مكان حسبت أنني أضعته. هل يبحث نور أيضا عن مكان له هنا؟ قال لي: لا أنتمي إلى أي مكان، لا هنا ولا هناك في البلاد الأخرى حيث تربيت. إلى أين ننتمي يا ترى؟ هل الانتماء شروط مسبقة؟ هل تبدد حيوات الهجرة والتنقل من مكان إلى آخر هل تبدد حيوات الهجرة والتنقل من مكان إلى آخر تلك الشروط؟ أم لا علاقة للهجرات بها؟ هل الانتماء مقرون بالثبات؟ وهل انعدام الثبات هو سبب القلق الذي يرافقنا؟ أم الحرب هي السبب؟ هل ثم ذلك القلق ليس الآن فقط، ليس منذ ترك بيروت فقط، ليس في أستراليا ولا في مومباسا. قلق يرافقني كالظل من الجبل إلى المدينة. أجد أقفاصا فارغة ومفتوحة أبوابها دائما. كلما وجد عبد الذي يعتني بحقول جدي عصفورا ملونا وضعه في قفص وأتى به إلى نهيل، التي سرعان ما تخرج العصفور من القفص تضعه على كفها المفتوحة إلى الأمام ثم تتركه يطير إلى الفضاء. J'ai triché un peu. Alors, ce dernier livre, c'est l'histoire d'une femme qui va revenir au Liban, comme beaucoup de Libanais, après un mariage à Mombasa, et qui va retrouver la maison et l'histoire, et qui se retrouve aussi là après la guerre, et puis qui retrouve aussi les amours d'enfance, et puis une passion amoureuse. Oui. Dans le passage qu'on vient de lire, il y a deux personnages qui ne vont jamais se rencontrer, et qui pourtant, pour cette narratrice, Myriam, sont deux personnes importantes. Nour, qui est cet homme dont elle est très amoureuse, et qu'elle retrouve là, à Beyrouth, et puis Nahil, la grand-mère, qui est une femme très importante, et on parlera beaucoup des femmes là tout à l'heure pour voir ce qu'il en est au Liban, mais peut-être chez nous aussi. Et il n'y a apparemment rien de commun entre ces deux personnages, mais quelle place ont-ils chacun et quel lien peut-on faire en Myriam? Oui, Myriam, elle devait partir de Liban parce qu'elle a perdu son frère dans le bombardement, à cause de bombardement. Et elle devait partir avec sa mère qui est devenue muette et son père qui a été aussi blessé et elle a devenu mi-fou parce qu'il y avait un éclat dans sa tête. Donc ils sont partis pour l'Australie où le frère de sa mère vit. Et la grand-mère a refusé d'aller avec eux. Elle n'a jamais voyagé. Elle disait, moi je peux imaginer l'univers, le monde où je suis, je ne veux pas aller. Donc elle est restée dans le village malgré qu'il y avait la guerre. Et dans ces voyages, Myriam, le personnage principal, la femme, elle a rencontré un homme anglais, elle se mariait avec lui, mais le mariage était comme si elle paye une dette pour lui parce qu'elle était un médecin et c'est lui qui a poursuivi la situation de son père. Il n'y avait pas de l'amour, c'était un mariage de convention. Oui. Quand elle est revenue après la guerre, elle est revenue elle a reçu une lettre de le ministère de déplacés que leur maison qui a été occupée par des déplacés est vide maintenant, elle peut le récupérer. Et elle est revenue pour récupérer cette maison. Elle a rencontré Nour dans l'avion, dans l'aéroport, et il y avait une relation
une relation a commencé entre eux. Et c'est pas par hasard que l'amour a commencé dans un non-lieu, parce que Myriam aussi, elle est nulle part. Donc la situation merveilleuse est d'aimer dans un avion ou bien dans un aéroport. Tandis que Nahil, elle est très fascinée. Nahil ne veut pas bouger. Elle reproduit les valeurs sociales, malgré qu'elle était forte, malgré qu'elle imposait ses idées dans la famille. Mais en même temps, elle a reproduit les valeurs des hommes de la société. Oui, la grand-mère, oui. Quand on lit le roman, la grand-mère Nahil, elle, curieusement, la difficulté que les femmes ont à vivre, les lois qui ne sont vraiment pas favorables aux femmes, elles perpétuent. Et on se dit que les femmes oppriment les femmes. Exactement. Nahil, elle représente... Elle a un caractère très compliqué. On ne peut pas dire qu'elle est conservatiste, on ne peut pas dire qu'elle est une femme libre. Elle joue entre les deux. C'est elle qui a commencé une école pour les femmes dans le village. Et quand les hommes ont dit « mais non, les femmes ne doivent pas apprendre à lire et à écrire », elle a dit « mais je leur enseigne comment écrire le mot « coudre ». Comment écrire le mot « faire la cuisine », mais pas plus que ça. Donc, elle était très intelligente à détourner contre les valeurs de la société, mais en même temps, elle a reproduit une autre part les valeurs de la société. Donc, elle a les deux. Peut-être qu'une génération ne pouvait pas tout faire. Oui, parce que quand son petit-fils était mort, il ne voulait pas que la maison revienne à sa petite fille. Parce que la maison, ça veut dire, c'est la maison d'un homme. Ça veut dire que la maison doit toujours porter le nom d'un homme. Donc c'était une guerre intérieure dans elle-même. Nahil, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Est-ce que tu peux nous éclairer, parce qu'on en parle depuis le début de ce banquet, d'une façon synthétique, sur le droit et en quoi, par rapport à la France par exemple, les femmes n'ont pas les mêmes droits. Pourquoi dit-on que les femmes au Liban n'ont pas... Je parle d'une famille de la montagne où j'étais née. Donc il faut pas oublier ça. Je ne parle pas d'une famille de Beyrouth. Par exemple, il y a des familles dans des grandes villes au Liban que la femme peut hériter comme l'homme. Mais dans la montagne, dans ma communauté, c'est très rare que la femme hérite. C'est ta communauté ? Oui. C'est les Druzes. C'est les Druzes. C'est très rare, malgré que théoriquement, la communauté druze, théoriquement, historiquement, ils sont considérés une partie de l'islam, mais en pratique, ils ne sont pas musulmans. Donc, elles ne peuvent pas se marier plus qu'une femme, les hommes. Et il y a the will, les testaments. Donc, tandis que chez les musulmans, il n'y a pas un testament. Il y a le shara. La femme hérite la moitié d'un homme. Chez nous, il y a le testament et le père peut écrire tous ses héritages à son fils. Et la fille ne peut pas constater. C'est la loi. Et dans ce roman, la grande-mère qui reproduit ces valeurs, que la femme ne doit pas hériter, elle voulait que son fils, à l'âge de 55 ans, même plus, se remarier avec une autre femme pour avoir un garçon. Mais dans la communauté druze, un homme ne peut pas avoir une deuxième. Donc c'est un problème pour elle. Comment résoudre ce problème? Elle le résout d'une drôle de façon, hein. On ne va pas le dire. On va voir.
Donc, en ce qui concerne le statut des femmes, c'est différent en fonction des communautés et des religions. Oui, parce que je crois que Randa a dit quelque chose à propos de ça, que tout ce qui est lié, mariage, héritage, naissance, même la mort, est lié au tribunal religieux, pas au code civil. Donc il n'y a pas une unité au Liban quant à cette pratique-là. Ça n'est pas. Non, voilà. bien sûr. Quand quelqu'un est mort, c'est le tribunal de la communauté. Qui... Dans tous les livres là, des auteurs que nous recevons là, à ces jours, en particulier chez les femmes, et je pense à toi, mais aussi à Yamared et à d'autres, il y a un féminisme très fort qui s'affirme contre ces pratiques et pour une liberté et une indépendance surtout. Et là, on voit dans le... Est-ce que c'est possible? Donc aujourd'hui, comment on... Moi, dans cet âge maintenant, peut-être quand j'avais 20 ans, je croyais on peut faire la révolution et changer. Maintenant, je crois profondément il faut travailler sur le niveau de loi. Si on ne change pas la loi liée à la situation de la famille, pas seulement la femme, de la famille, on ne fait rien. Et c'est aussi lié à la politique, mais je ne veux pas parler de la politique maintenant. On peut parler seulement de situation familiale. Oui. Héritage, naissance, mariage, nationalité. Aussi, Randa a mentionné ça. La mère ne peut donner pas la nationalité à ses enfants ni à son mari si elle n'était pas libanais. Et le but, le travail doit être sur le niveau de la loi. On en est loin. On est très loin, bien sûr, on est très loin. Oui. Tu me disais, les femmes perdent leur nom quand elles se marient. C'est un peu le cas en France, mais en France, c'est un usage. La loi, cependant, les femmes gardent le nom de leur père, finalement. Mais là, toi, tu dis, on perd vraiment son nom, et quand on divorce, on a à choisir à retourner légalement dans le clan de ses parents, ou à rester dans le clan de son mari avec ses enfants. Oui. Ça, c'est très étrange. C'est-à-dire qu'il nous manque un troisième lieu, qui serait le lieu de l'indépendance. C'est-à-dire une femme ne peut, si elle vit seule, elle est forcément rattachée légalement dans ses papiers à... Oui, je crois que c'est un problème plutôt politique. C'est un problème qui a deux parties. Parce qu'elle est une femme. Et deuxièmement, c'est un problème politique lié au confessionnalisme au Liban. C'est très difficile de changer votre casier... judiciaire? Non, pas judiciaire. État civil. C'est très difficile. Moi, j'étais née à Ain Arnoub. C'est très difficile si je décide un jour que je veux être à Beyrouth, parce que j'ai vécu à Beyrouth pour les derniers 30 ans, mais je ne peux pas participer dans les décisions, même sur le niveau municipal. Je dois toujours être liée à mon village où je ne visite pas sauf 2 fois par année. Ça, c'est un problème politique. La femme a un problème double. Je ne peux pas être un citoyen de Beyrouth légalement. Où je vais, je suis druze, donc où je vais, sous quel numéro je serai. Et j'ai essayé, quand j'ai divorcé, j'ai essayé d'être beyrouthienne, parce que Beyrouth, c'est une ville qui vraiment, il y a encore de l'espace d'exprimer votre citoyenneté, tandis que dans des villages périphériques, c'est difficile. Dans des villages, il faut être une partie de clan. Mais je ne pouvais pas. Pour continuer la réflexion là-dessus, je vous lis un passage donc, de ce dernier livre, D'autres vies. Tu nous verras un tout petit peu en arabe pour
page 30 au début, c'est pourquoi nous... Je dis. Pourquoi vous embêter à chercher vos racines? Je peux vous en donner autant que vous voulez. Moi, j'en ai trop. Et je veux m'en débarrasser. Il ne s'attendait pas à une réponse de ce genre. Et je n'avais pas, moi non plus, pensé à ce que j'allais dire. La phrase était sortie toute seule. Peut-être venait-elle d'une pensée stérile et déroutante qui avait poussé, nourrie par mes déplacements forcés entre le Liban, l'Australie et l'Afrique. Les racines sont une chose que l'on reconstruit, dont on change complètement la nature, comme on accommode la nourriture, les puissances selon nos désirs. Durant la conversation, une complicité tendue et immédiate naquit entre nous, à partir de phrases échangées et d'un rire léger qui nous éleva doucement en apesanteur. C'est très long. Je vais tu lire juste peut-être le début, oui. Ce que dit, pourquoi... Oui, d'accord. لما عناء البحث أستطيع إعطاءك قدر ما تريد. لدي فائض من الجذور وأريد التخلص منها. لم يكن ينتظر إجابة مشابهة ولم أكن بدوري قد فكرت بما سأقول بل خرجت جملتي دون إرادة مني. Oui, le thème de Racine, c'est très... c'est surprenant quand tu dis les racines sont une chose que l'on reconstruit. Oui. On a du mal quand on pense aux racines d'un arbre, par exemple, parce que le mot racine, c'est quand même d'abord quelque chose de très concret, assez végétal. Mais il ne faut pas... Alors, moi, j'ai cette image quand j'entends le mot racine, et les racines sont quelque chose que l'on reconstruit. En effet, bon, on peut tailler les racines d'un arbre ou d'une plante et puis le replanter, ça marche. Mais c'est très étonnant, cependant, et... par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, où en fait les lois nous empêchent de reconstruire nos racines puisqu'il faut absolument faire partie d'un clan et que même quand on divorce, voilà. Et là, non, là elle affirme les racines. Mais il ne faut pas oublier l'itinéraire de la vie de Myriam. Voilà, alors c'est Myriam qui... Oui, et les racines, elle a quitté un pays en guerre et parmi les causes de cette guerre, c'était les racines. Donc, elle est antagoniste avec les racines. Automatiquement, elle est en antagonisme. Les racines de chaque communauté qui gonflent leur identité communautaire nous amener à détruire notre pays. Donc, je comprends quand Myriam dit ça, que les racines, on peut reconstruire les racines. Alors, et pour moi, vraiment, personnellement, je vois les racines c'est comme la mort pour moi. C'est comme la mort. C'est comme la mort parce que et quand je voyageais en Australie, j'ai vu la communauté druze en train de construire leur tombe. Ils ont acheté un grand terrain à Adélaïde, où il y a beaucoup de druzes. Ils ont construit des tombes. Et pour moi, comme si ils reconstruisent leurs racines en Australie. Parce que la tombe, quand on construit une tombe, ça veut dire qu'on confirme notre racine. Je vois les choses comme ça. Et quand Myriam dit qu'elle a trop de racines, c'est aussi étonnant parce qu'on peut aussi avoir des personnages dans la littérature qui n'ont plus de racines, qui cherchent leurs racines et qui souffrent de ne plus avoir de racines. Et là, c'est le contraire, il y en a trop. Oui, elle est contraire de Nour. Malgré qu'elles sont contraires, elles ont l'un aimé l'autre, malgré cette contradiction dans leur caractère. Je me dis aussi peut-être que reconstruire ses racines, c'est peut-être l'écriture, ça. C'est l'écriture peut-être qui refait l'histoire au sens, dans tous les sens. C'est-à-dire mais pourquoi il faut parler de racines? La vie, c'est un chemin. Oui. Le chemin, c'est l'écriture. Oui. Pourquoi je dois regarder le passé et construire ma... Je m'en fous pour la race. Vraiment, je m'en fous. Et quand je suis aux États-Unis ou quand je suis à Paris, je ne
je ne parle pas de racines, je parle de ma famille que j'aime, je parle de les souvenirs que j'ai eus dans le jardin de mon père. J'aime par exemple le fève. Les fèves. J'adore le fève. J'ai vu le fève ici. Je me suis dit, waouh, elle mange le fève cru comme chez nous. Pour moi, c'est plus important que la racine. Les petites choses qui me fait se souvient des moments très jolis dans ma vie. L'écriture, c'est la racine. Non, l'écriture, c'est d'être, c'est l'être. L'écriture, c'est to be, d'être. Être. Un autre passage. Dis-moi seulement le page. Attends, il faut que je revoie. Sur la patrie, justement, on a sur la patrie, je me souviens. 99, oui. Je trouve le passage là. Oui, la notion de patrie par rapport aux racines. Oui. Est-ce que la patrie, ça existe? Pour moi... Mais pour les personnages, ils sont en but avec cette idée-là. Si je veux parler de personnage principal, Myriam, pour elle retourne pour faire le compte avec la patrie, et avec le passé, avec la mort de son frère, avec les idées de sa grand-mère, les valeurs de la société. C'est où le patrie, c'est quoi? Moi, ce terme, je ne suis pas à l'aise avec ce terme, ni avec le racine, ni avec le patrie. Ça veut dire quoi, le patrie? Mon pays, d'accord. La langue, et quoi encore? C'est la mémoire pour moi, la patrie. La mémoire. Oui, c'est la mémoire. C'est la mémoire de mon enfance, des gens que j'aime. J'ai commencé à avoir une patrie chaque fois que je viens à Paris. Mes voisins, mes amis, mes deux filles qui font leurs études en France. Mon laptop, c'est mon patrie quelquefois. Ma langue, ce que j'ai écrit. Et voilà ce que tu dis aussi. Beyrouth est alourdie de douleur. Mais peut-être Olga a-t-elle raison. À quoi bon la mémoire? Que viennent les vagues de la mer pour tout laver, tout emporter, les histoires du passé, la rancune et la haine. Ça, c'est la grande lessive là, de la mémoire. Oui, oui, la mer, si la mer vient, ce sera merveilleux. Et alors, là, un passage qui me poursuit depuis que j'ai lu ce livre et là que je l'ai relu. Et tu parlais de la mort tout à l'heure. Et là, il s'agit de départ et tout simplement de quitter un pays. Mais en français, quand on dit il est parti, parfois ça veut dire il est mort. Oui. Lorsque nous partons, nous vivons une petite mort. Nous mourrons en paix. Nous devons également partir en paix. La séparation n'est pas seulement une petite mort, c'est aussi un retour à nous-mêmes, après nous être oubliés dans le flot de la passion. Et là, c'est un départ amoureux. Oui. Et donc le départ, c'est revenir à soi-même. Et là, c'est le départ, c'est un départ amoureux, c'est-à-dire on quitte la passion pour en revenir à soi. La passion où on s'est perdu. Oui, le départ toujours, c'est revenir en soi-même, surtout quand vous quittez derrière vous un clan et une famille et une communauté où il n'y a pas un espace pour l'individu. Et c'est la solitude, c'est être en face de nous-mêmes, c'est de penser qu'est-ce qu'on fait, notre valeur réelle, pas ce qu'on a hérité.
Pas celle que nous donnent les autres, mais qu'on a celle construit. qu'on a construit soi. Oui, et c'est un petit mort aussi en même temps, parce que pour arriver à ce niveau, beaucoup de choses doivent partir de toi. Tout à l'heure, dans la table ronde, ce matin, certains des intervenants disaient que en France, il y a beaucoup d'individualisme et qu'au Liban, il y a plus de chaleur et de relations. Moi, je n'étais pas tout à fait d'accord avec ça. Et là, ce que tu viens de dire, c'est en revenir à soi. Est-ce que c'est l'individualisme ou est-ce que c'est autre chose? C'est de sentir les choses liées à ton expérience, pas à l'expérience collective. J'ai une expérience avec la guerre qui est tout à fait différente de l'expérience de mon père. Par exemple, quand la guerre a déclenché, je me rappelle très bien que j'étais toujours en dispute avec mon père à propos de la guerre. On a vécu les premiers 2 ans de la guerre tout à fait différemment, parce qu'elle est plus liée à la communauté. Moi, j'étais avec les gauches, avec les gens qui ont rêvé de changer le régime, le système. Et donc, toujours, toujours l'expérience, c'est individuel. Et c'est ce que je voulais dire dans le roman. Pourtant, on est bien chacun de nous le produit d'une histoire, d'un contexte. On ne peut pas le nier, ça. Ah non, bien sûr. On ne peut pas nier. C'est ça l'expérience, peut-être. On ne peut pas le nier, mais on le voit, on l'exprime différemment. Et ça, c'est important, comment exprimer notre expérience. En lisant tes livres, je me disais, pour qui est-ce qu'on écrit? Quand tu écris, pour qui écris-tu? Est-ce que tu te dédicaces tes livres? Ils sont parfois, oui, pas toujours dédicacés. Pour qui? Est-ce qu'on a un destinataire secret? Non. En fait, j'ai une expérience différente avec chaque roman. Je me rappelle quand j'étais en train d'écrire le premier roman, même je ne savais pas que c'était un roman. Je croyais que je ferais sortir la douleur de la guerre, parce que j'ai vécu la guerre, donc c'était comme exorcisme. Et à la fin, j'ai réalisé que ça peut être un roman. Et avec le deuxième roman, c'était comme j'ai continué la recherche que je commençais avec le premier. Le premier roman a fini avec une question, pourquoi la guerre? Pourquoi la violence? Et avec le deuxième, c'était une recherche dans l'histoire, dans le passé de ma communauté, d'essayer de comprendre pourquoi la violence est née chez nous. Pourquoi dans un moment, mon voisin a tué le troisième voisin pour une raison banale, parce que les deux ne sont pas de la même communauté pendant la guerre, malgré qu'ils étaient vraiment amis. Et c'est une grande question que jusqu'à maintenant, je ne comprends pas. Comment cette violence sort dans un moment historique qu'on ne peut pas décrire. Et ça est devenu plus en plus professionnel avec le troisième. Je me suis dit, maintenant, je vais écrire un roman. Et dans ma tête, s'il y a un lecteur, je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. Dans le deuxième, j'avais peur que ma famille va lire le roman. Je ne voulais pas absolument que ma famille lise le roman, parce que je parlais de mon grand-père, qui était très féodal et très harsh. Il était très dur, très dur. Je voulais me cacher quand je publiais le roman. Et je parlais de la communauté aussi. Mais maintenant, je suis plus à l'aise et je me suis dit, je m'en fous qu'il lit mon roman. Peut-être,
peut-être à tout le monde, j'ai écrit, sans penser si les gens vont aimer ou pas. C'est une liberté, ça. Oui. Alors, tu as pris aussi une autre liberté, et tu joues avec les prénoms des hommes tout le long de tes romans. Ah oui, ça c'est un secret, il ne fallait pas. Dans d'autres vies, j'ai utilisé le nom de... Dans la communauté druze, dans leur foi, il y a 5 prophètes, 5 seigneurs. Et j'utilisais les prénoms de 3. Et c'était un jeu pour moi, seulement de leur rendre humains, au lieu d'être sacrés. Il y a Hamza, Baha et l'autre, le troisième Salama. Ce sont 3 noms, 3 prénoms parmi les 5 seigneurs dans la religion, dans le bouquin qui s'appelle le livre de sagesse. Et c'était un jeu comme ça. C'est un jeu, et c'est vrai que la recherche des prénoms quand on écrit, c'est pas anodin en même temps. Et là, c'est un jeu, tu le dis en souriant, donc c'est un clin d'œil d'humour pour, tu me disais, pour casser le sacré, mais en même temps pour le réhabiliter, c'est-à-dire pour rendre humain, pour en parler quand même. Oui, parce que les 3, ils ont des fautes, ils sont pas parfaits. Ils trichent, ils mentent, ils reconstruisent leur identité dans des façons pas très correctes. Et j'ai aimé ça. Je donnais des prénoms, des dessins. Ce sont des saints, les 5 seigneurs. Ce sont des saints, oui. Oui, et c'est bien qu'on joue avec les saints. Et que les hommes soient des saints. Oui. C'est bien. Peut-être dire un mot de ton prochain livre, donc qui est sorti en anglais, là ça y est. Oui. Hein, en arabe, il va sortir. C'est pas d'autres vies, c'est le 50 grammes de paradis. 50 grammes de paradis, oui, dont je voulais parler, qui va sortir en 2017 chez Vertical en français, donc qu'on pourra lire. Et alors c'est 50 grammes de paradis. Donc il y a semble-t-il, on ne sait pas encore si c'est vraiment le titre en français. Je crois pas, non. Ce ne sera pas le titre en français parce que ça pose un peu de problème en français apparemment. En anglais, elle a changé aussi. Ils ont changé le titre. Et en arabe, c'est 50 grammes de paradis. Oui. Et j'aime beaucoup ce titre. C'était prévu que le roman sort avec un titre, Les lettres d'Istanbul, mais la dernière écriture de roman, c'était 2 mois avant que j'ai envoyé le manuscrit à la maison d'édition. J'ai changé parce qu'il y avait un dialogue dans le roman entre quelqu'un qui fabrique le parfum et un homme qui était en passant, et le vendeur c'était Akhan Khalili au Caire. Le vendeur a demandé au monsieur qui passait, do you want 50 grams of paradise, sir? He spoke to him in English. Il a parlé en anglais. Et il a utilisé le mot gramme, tandis que parfum, on dit millilitres. Mais je voulais garder comment il a dit la phrase. C'est très beau, elle est très belle cette phrase. Oui. Et le nom de parfum, c'était Paradis. Paradis. Donc, et voilà. Ouais. Donc c'est un livre qu'on va lire. Hein. Tu peux nous en dire quelques mots? Ça se passe entre Beyrouth et Damas, entre 2 femmes. Plus Beyrouth, Damas, Paris et Istanbul. 4 villes que j'adore. Sur une période entre 78 et 94. Voilà. Oui. Donc une période de guerre. Et après-guerre. Juste après-guerre. Oui. Et c'est à propos d'une femme libanaise dans ses années. Elle a 40 ans, 45 ans. Elle était mariée avec un Libanais à Paris et dans un moment, les deux décident de divorcer. Mais le moment qu'ils décident de divorcer, le mari tombe malade en cancer et il a seulement 6 mois, elle va mourir. Donc elle reste avec lui et elle revient au Liban quand le mari est mort. Et là-bas, elle travaille dans une compagnie qui reconstruit le centre-ville de Beyrouth après la guerre. Elle travaille comme réalisateur d'un film, documentaliste. Et
dans son travail, elle trouve une valise qui est pleine de photos, des lettres, et elle se met à la recherche de connaître les propriétaires de la valise. De la valise. Et ça, c'est l'histoire. Et cette recherche, c'est un prétexte parce que c'est la recherche de sa vie, d'elle-même. De ses racines. Non. Il n'y a pas de racines, pas du tout. Non, tu vas lire le roman quand il sort. C'est recherche pour l'amour, c'est le plus important. Pour l'amour. Ouais. C'est plus important que la racine. Peut-être que pour terminer, j'ai envie de parler de... Si tu peux nous raconter un petit peu donc ce livre, alors là, tu es plutôt l'éditrice, là, tu as fait un travail d'éditrice, Beyrouth Noir. Non, pas éditrice. Éditrice, c'est un autre sens en français, éditrice. Oui, alors là, c'est parce que c'est en anglais. Donc edited. Je ne sais pas s'il y a un mot en français qui dit edited. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que... Edited, qui a l'idée, qui rassemble les textes. C'est éditrice. Éditrice, d'accord. Mais tu as eu l'idée, tu as rassemblé les textes de plusieurs auteurs. Oui. Donc, et ça s'est édité à New York. Publié à New York. Oui. Et ça s'appelle Beyrouth Noir. Beyrouth Noir, oui. On a des textes de plusieurs auteurs dont on a parlé tous ces jours. Iyam Ared, Najwa Barakat, Abbas Beidoun. Rawi Haj de Canada. Voilà. Oui. Et donc, et c'est en plusieurs langues. C'était en plusieurs langues. Comme vous savez maintenant, le Liban a 3 langues, français, anglais, arabe. Donc j'ai choisi des écrivains qui écrivent dans ces 3 langues. Hiyam Yared, elle écrit en français. Rawi Haj écrit en arabe. Najwa Barakat, Rawi Haj écrit en anglais. Et Najwa écrit en arabe. Donc c'était un petit Liban littéraire. Et quelle est la commande que tu as passée à ces auteurs? Qu'est-ce que tu leur as demandé? Une nouvelle. Une nouvelle. Qui ne dépasse pas 6000 mots. Voilà. Et sur aucun thème précisément? Sur la ville. Sur la ville de Beyrouth, oui, parce que c'est Beyrouth Noir. Ça s'appelle Beyrouth Noir. Sur la ville et sur aussi the underground de Beyrouth. C'est pas... oui, c'est Beyrouth caché. Donc, ce ne sont pas des nouvelles que tu peux lire chaque jour. Ce sont un peu noirs. Un peu noirs. Oui. Mais pas des nouvelles des crimes. Ce ne sont pas des crimes. C'est pas du roman noir comme on dit en France. Parce que le mot noir, oui. C'est ambigu un peu. On pourra le lire en français? Est-ce que ça va sortir en français? Dans une année, oui. Oui, et ça va sortir en français. Et la couverture est très belle. C'est une photo qui est d'un photographe dont je vous ai parlé hier, qui s'appelle Samer Modad, et qui est un grand photographe du monde arabe. Et là, on a une magnifique photo. J'espère que l'édition française vont garder cette photo-là. J'espère. Moi, je voulais saluer aussi ce travail-là, parce qu'un écrivain qui est tout seul avec son écriture, c'est formidable pour nous, mais qui réunit aussi d'autres auteurs et puis qui travaille pour... D'ailleurs, ce n'est pas mon première expérience de réunir des écrivains. Je préparais un livre en 2010 sur l'écriture elle-même, comment écrire. Et j'ai demandé à 7 écrivains libanais de témoigner comment ils écrivent. Et il s'appelait en arabe Kitabat el-Kitaba. Si je veux traduire, c'est écrire l'écriture. Comment écrire l'écriture? C'est mot à mot traduction. Et j'aime ce travail. J'aime travailler en groupe avec des écrivains. Alors tu peux nous parler un petit peu du Pen Club? Oh, d'accord. Juste quelques mots. J'espérais que Hiyam Yared soit avec nous, parce que c'était l'idée de Hiyam Yared de fonder un club libanais qui s'appelle Pen Club. Et on a commencé en 2012 à réunir, à contacter les écrivains. Et Pen Club a été né en 2013.
Elle est un bébé, elle n'est pas très active comme on veut, parce que dès qu'on a fondé ce club, tous les problèmes de la série a commencé. Mais maintenant, on a une série de lectures théâtrales pour des écrivains libanais, arabes et internationaux. Et le mois de novembre, on va recevoir 4 écrivains internationaux à Beyrouth. Et on a choisi des femmes écrivains qui viennent de l'Afrique. Et c'est pas très commun. Commode. Non, pas commode. Commun. C'est pas très commun de recevoir des écrivains femmes noires à Beyrouth. À Beyrouth. Et il y a 3 femmes qui viennent de l'Éthiopie, de Zimbabwe et de Grenada, qui vont venir au Liban avec un seul écrivain de Néderlande, Pays-Bas, de parler de racisme, ce qui est très important, de parler de ce... et des voix des femmes, de situation des femmes pendant la guerre. Et j'ai choisi ces 3 femmes écrivains parce que les 3 sont des survivors. Sont vraiment, elles ont vécu la guerre dans leur pays et elles vont communiquer avec nous, connecter avec nous, écrivains au Liban, et de nous raconter leur expérience avec la violence. Et ce sera le mois de novembre. Et hier, je parlais avec Jabour. Il va recevoir les écrivains à Eden dans leur tour au Liban. Bon, donc on va se retrouver au Liban en novembre pour tout ça. Vous êtes le bienvenu. Bon, je vous merci beaucoup, Iman. Merci d'avoir parlé en français.